tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Artéphile et aujourd'hui on parlera des mots, mais pas n'importe quels mots, les mots de la langue française. J'ai la chance de recevoir Sébastien Grimaud qui est le fondateur d'Étymo Curieux, qui est une page dédiée à l'histoire des mots, à l'étymologie des mots de la langue française, à la francophonie. L'idée c'est de vous donner envie de comprendre les mots que vous employez au quotidien. Bonjour Sébastien. Bonjour Clémence, merci de me recevoir. Avec plaisir, ça va? Très bien, et toi? Ça va très bien. Alors, je pense que pendant cette interview, j'aurai l'impression que tu vas analyser tous mes mots. Non, c'est pas mon genre. C'est pas ton genre? Non. Alors, qui es-tu? Tu as fondé Étymo Curieux. Pourrais-tu nous parler un peu de ton parcours? Oui, alors c'est vrai que j'ai fondé Étymo Curieux il y a quelques mois, 4-5 mois. L'idée, c'est en effet de promouvoir le français, la francophonie, par un biais qui est particulier, qui est celui de l'étymologie. C'est-à-dire remonter à la racine des mots, expliquer leur histoire et provoquer chez les gens ce fameux déclic qui fait qu'on apprécie davantage les mots qui nous paraissent familiers. Mais même quand tu parles, franchement, c'est très beau. On sent justement cet amour et cet intérêt que tu portes à notre belle langue française. Et d'ailleurs, alors là, je cite, parce que c'est ce que j'ai vu sur ton compte Instagram, tu parles de ton projet et tu dis « Chaque post vous guidera à l'origine des mots ». Et justement, cette racine des mots, comment tu la qualifies? Comment tu la définis réellement? On pourrait qualifier les mots d'une langue comme les arbres d'une forêt. D'accord. Chacun a son histoire, certains sont plus rares que d'autres, certains sont très anciens. Et remonter à la racine, eh bien, c'est essayer de comprendre leur origine, leur source, pour mieux les comprendre, mieux les apprécier. La racine, très souvent, elle est latine, quelquefois elle est grecque, et puis d'autres fois, elle vient encore d'ailleurs. Comme on est autour du thé aujourd'hui, le thé, par exemple, c'est un mot qui vient du chinois. Ok, ah bah oui, mais en même temps… La plante aussi. La plante, ça peut se comprendre assez facilement, mais alors ça, on y reviendra par la suite, parce que justement, moi, je me demandais comment ça se fait qu'en français, on ait des mots qui ont une origine grecque et d'autres latines. Alors, on en a parlé par téléphone, j'ai fait du grec ancien. Donc toi, tu es spécialisé en lettres classiques, donc tu maîtrises à la fois le latin et le grec. Peut-être que tu maîtrises autre chose. Alors, je suis très nulle. Moi, en version, quand j'étais en prépa, ça m'est arrivé d'avoir des 0,5 sur 20. Oui, parce que les versions en prépa, c'est très cruel, parce qu'on note tous les points fautes, et donc on peut même arriver à des notes négatives quelquefois. Mais même si j'avais 0,5 en cours, j'ai eu quand même 5 à l'ENS, donc je trouve que… c'est une belle progression. C'est une fierté personnelle, parce que franchement, je m'attendais à avoir un -6. Pour le coup, je me suis dit l'ENS, c'était le pire. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, et je fais vraiment cette pause pour parler justement de la prépa, des lettres classiques, c'est que c'est très difficile finalement de traduire les langues anciennes. Moi, je trouve ça difficile parce que c'est une autre manière de concevoir les phrases. Tu vois, il y a tout ce qu'on appelle ça, tu sais, le génitif. Ah oui, les déclinaisons. Les déclinaisons. Ça, c'était dur, ça. Ça, c'était vraiment dur. Mais je crois que dans l'allemand, c'est… Il y a encore des déclinaisons dans plusieurs langues. Ça existe en allemand, mais dans d'autres langues aussi. En grec moderne aussi, on a conservé cette façon des déclinaisons. En français, ça a disparu. Ça existait encore en ancien français, enfin, au moins sous deux formes. Mais en vérité, d'avoir supprimé les déclinaisons, ça a en quelque sorte complexifié la langue française, puisqu'on a rajouté tout un tas de petits mots, des petites prépositions, des articles, etc., qui n'étaient pas nécessaires en fait en latin. Je comprends ce que tu veux dire. Au final, les déclinaisons permettaient d'avoir quand même un sens logique et une phonétique aussi logique lorsqu'on construisait des phrases. Et en fait, aujourd'hui, il y a plein de petites subtilités qui rendent l'apprentissage des langues beaucoup plus compliqué, j'imagine. Oui, alors c'est vrai, pour la grammaire, elle a beaucoup changé. Maintenant, le socle commun, c'est quand même le vocabulaire. 80 à 90% de notre vocabulaire vient du latin. Donc finalement, quand on apprend le latin, on est un peu chez soi, même si le décor est un peu différent. Il y a quand même un socle commun, ce qui est déjà autre chose avec le grec, qui pour le coup est une langue plus lointaine et qui n'a donné que 5% à peu près de notre vocabulaire. Donc c'est très peu. Alors l'étymologie, c'est une science. Aujourd'hui, comment on utilise l'étymologie? À quoi ça sert dans la vie de tous les jours et même dans la recherche? Comment on l'utilise? Alors, dans la recherche, on l'utilise principalement pour expliquer l'origine des langues. C'est une branche de la linguistique, en fait, l'étymologie. Donc, dessiner les différentes familles de langues, comprendre les rapports qu'elles ont eus entre elles aussi. Concrètement, ça peut servir aussi à expliquer le nom des lieux, à expliquer l'origine des noms de famille aussi, des prénoms qu'on porte. Et puis, dans la vie quotidienne, ça peut servir aux écrivains, aux humoristes. Alors, c'est pas du tout la vie quotidienne, ça. Alors, dans la vie quotidienne, ça peut servir à apprécier les mots qu'on utilise tous les jours et dont on ne soupçonne pas les sens cachés. Et puis, dans d'autres sphères, comme l'art, par exemple, la littérature, ça sert énormément puisqu'on apprécie beaucoup plus ce qu'on dit, ce qu'on lit.
Prenons un exemple, quand, je sais pas, quand Louise Labbé, par exemple, écrit « dont mes deux yeux sont sources et fontaines », on comprend bien qu'elle est en train de pleurer, mais quand elle dit sources et fontaines, elle fait référence au mot latin fonts, qui veut dire les deux. Ça veut dire à la fois source et fontaine. En français, on a à présent les deux mots, et elle l'utilise dans sa poésie, elle l'injecte dans ses textes, et ça permet de mieux apprécier ce qu'on lit. C'est marrant ce que tu dis, parce que quand j'étais étudiante en grec, il y a quelque chose qui m'avait marqué, c'est le mot pharmakon. Parce que pharmakon en grec ancien, ça veut dire le poison et le remède. Et au final, en fonction du contexte de la phrase, on peut trouver en fait cette ambivalence. Et c'est fou comment un seul mot va avoir une étymologie ou une définition qui s'oppose. Il y en a beaucoup dans le... Il y en a beaucoup, enfin beaucoup, oui, il y en a quelques-uns quand même. On appelle ça des énantiosèmes, c'est le mot technique. On mettra un petit astérisque en légende de la vidéo. C'est des mots qui veulent dire tout et leur contraire, enfin un sens et leur contraire. Donc pharmakon, c'est vrai, qui a donné le mot pharmacie. Oui. Le pharmakon, c'est à la fois le poison et le remède. Oui. Et on comprend pourquoi, puisque un poison donné à petite dose, c'est une manière Bah c'est hyper profond. Oui, c'est très profond. Mais il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'on a par exemple comme énantiosème On a le verbe apprendre en français. Apprendre, ça a les deux sens. C'est à la fois apprendre pour soi-même, acquérir des connaissances, mais c'est aussi transmettre aux autres. Et moi, c'est ce que j'aime justement avec cette activité sur les réseaux, sur Étymos Curieux, c'est que j'apprends énormément puisque chaque publication que je propose demande des heures de travail, de recherche, de mise en forme. Et en même temps, on apprend aux autres, on transmet à une audience qui a l'air d'aimer ça, d'être en demande, donc c'est chouette. D'accord. Alors, il y a quelque chose qui m'a un peu interpellée lorsque j'ai fait mes recherches sur le sujet, c'est la notion d'évolution phonétique. Je trouve ça extrêmement intéressant parce que à quel point la langue française ou la langue en général est vouée à évoluer de manière phonétique. Par exemple, aujourd'hui, quel mot a plus ou moins changé les dernières années et va continuer à changer ? Les dernières années, il n'y en a pas tellement. Parce qu'en fait, une langue évolue, ça, elle évolue tout le temps, c'est une évidence, mais elle évolue très lentement, en fait. Ça bouge pas facilement, une langue. Okay. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des mots qui entrent dans notre vocabulaire pour répondre à des réalités nouvelles. Par exemple, les nouvelles technologies imposent d'importer ou d'inventer des mots. Un smartphone, ça n'existait pas il y a 20 ans. Donc voilà, ça c'est vrai. Et sur l'évolution phonologique, ou phonétique, sur l'évolution phonétique, ça prend plus de temps. Par exemple, le verbe chanter, qui est un verbe courant en français, vient du latin cantare. Donc ça commence par un son dur, par un que. On est passé de cantare à chanter. Et entre les deux, on a même un chanter, ou avec une fricative au début. Chanter. Ça s'est perdu. C'est en latin, ça ? Non, c'est en ancien français. Ok, c'est en ancien français. Et puis on considère même qu'à l'époque de Molière, on pouvait encore le dire comme ça, en roulant le R à la fin en plus. Mais c'est des choses qui se font lentement, mais qui parfois même se font par rebond. Par exemple, ce fait de prononcer tche, ça revient un petit peu dans certaines strates de la société. On en a parlé ces dernières semaines, il y a eu un article qui a fait grand bruit sur l'affrication où on se moque gentiment de certains jeunes qui peuvent dire « amandjine, mange à la cantine ». Parce qu'on a le retour des Africains. Voilà. Mais en vérité, ces évolutions, elles sont naturelles, elles sont inévitables. Et c'est possible justement un retour en arrière, par exemple, qu'on revienne sur un k dans quelques dizaines, centaines d'années, tout est possible. C'est possible, en fait, il y a plein d'influences différentes. Les patois qui sont autour de nous, les migrations, simplement même des tics de langage qu'on prend. Je vais, par exemple, au lieu de dire je vais, tu dis je vais. Ou même, comment tu dis je vais, enfin tu vois, en fonction de l'accent, tu vas avoir ce changement phonétique. Complètement. Et même dans La Fontaine, on dit je vas, dans la fable du lion, pas du lion, dans la fable du loup et de l'agneau, je me vas désaltérant. Je vas, c'était la forme normale, c'était la forme académique. Je vais, c'était une forme populaire qui était plutôt contestée en fait par l'élite. Et elle est devenue normale aujourd'hui. Tout le monde dit je vais, plus personne dit je vas. Ok, bah oui, effectivement. Et peut-être qu'un jour, on redira. Peut-être. Peut-être, ça on ne pourra pas le savoir, mais c'est extrêmement intéressant. Et c'est fou aussi comment les langues étrangères prennent aussi la place dans notre langue actuelle, la langue française. Tu vois, ce que tu parlais de smartphone, aujourd'hui on a énormément de mots d'origine américaine, enfin avec je ne sais pas comment on dit ça, la phonétique anglaise, des mots anglais en fait. Comment tu expliques ça ? Est-ce que justement, cette mondialisation, la globalisation de l'information, même sur les réseaux, ça va aussi jouer un rôle dans l'évolution phonétique de notre vocabulaire ?
Phonétique, je ne suis pas sûr. Au niveau du lexique, oui. Oui, au niveau du vocabulaire, on importe des mots, ça c'est sûr. Mais c'est le cas dans plein de langues. Hein. Le café qu'on prend le matin, il vient de l'arabe. La tomate qu'on mange en été, elle vient d'une langue amérindienne, le nahuatl. Donc on a toujours pris dans des langues étrangères. Il y en a plein. On a toujours emprunté à des langues étrangères. Ce n'est pas les mots majoritaires, bien sûr, mais il y en a. Le belvédère qui est italien, enfin, il y en a plein. L'anglais, c'est vrai, il occupe une part importante. En tout cas, c'est l'impression qu'on a aujourd'hui, parce qu'en effet, c'est la langue de la mondialisation, que tout le monde parle anglais, que c'est la langue, je sais pas, des séries, des films et des nouvelles technologies. En vérité, ça représente très peu de mots. Quantitativement, c'est un tout petit pourcentage. On a l'impression qu'ils sont très présents, mais en vérité, il n'y a pas d'invasion de l'anglais. Et quand bien même, c'est pas bien grave. Alors, il y a un mot qui m'interpelle beaucoup, c'est le mot cheval, parce qu'en grec ancien, c'est hippo. Le cheval, c'est hippo en grec ancien. Et aujourd'hui, tu as deux animaux qui ont cette racine-là, hippocampe et hippopotame, et puis même hippique. Enfin, tout ce qui concerne le monde du cheval, le monde hippique, ça a cette racine-là avec hippo. Pourquoi cheval, aujourd'hui, c'est cheval? Ah, alors, pour le coup, hippos, oui, ça vient du grec. Oui. Cheval, ça vient du latin. Cabalus, donc les deux racines sont différentes. Par contre, c'est vrai que hippos, ça donnait des noms d'animaux très éloignés du cheval. C'est parce qu'on fait toujours ce qu'on peut avec ce qu'on a. Les Grecs disent hippos. Ils voient un hippopotame sur le Nil, dans le Nil. Bon, ils n'ont pas de mots, donc c'est vaguement un cheval. Potamos, le fleuve, c'est vaguement un cheval du fleuve. Donc on l'appelle hippopotame. Et l'hippocampe, pareil, de profil, il ressemble un peu à un cheval. Donc voilà, on fait avec ce qu'on a. Mais il y a la même chose en français, quand on parle d'un avion, par exemple, ça vient de avis en latin, qui veut dire l'oiseau. L'avion, c'est une sorte d'oiseau, si on veut, parce qu'il a des ailes de chaque côté. Ce n'est pas du tout un oiseau, mais on fait avec le matériel qu'on a. Et parfois, on manque de mots, d'où le fait que parfois, on en importe. D'accord. Alors, c'est juste à titre personnel, Clémence. Alors, je sais ce que c'est que la Clémence. Oui. Mais alors, c'est quoi l'étymologie de mon prénom? Ça va te décevoir un peu. C'est nul, ça. Alors, en latin, Clementia, ça a le même sens, ça veut dire la clémence. Au final, on n'a pas beaucoup évolué. Non, mais le français, c'est du latin avec un accent. Oui, c'est vrai. Après, au moins, je reste fidèle à moi-même, enfin à mon nom, du coup. Et Bottino, tu le verrais comment? Aucune idée. C'est avec un seul T, c'est ça? Je ne sais pas d'où ça vient, ça. Il y a peut-être une magie autour de mon nom. Il y a une recherche à faire, mais c'est ça qui est dingue avec l'étymologie, c'est que c'est une recherche infinie, en fait. Ça. Les mots sont si nombreux et ils se multiplient en plus. Il y a encore des entrées dans le dictionnaire cette année. Enfin, c'est infini. Et d'ailleurs, je trouvais ça rigolo. Tu m'as dit grimaud. Ça a la même racine étymologique que grimoire. Et grimoire, c'est... Elle est horrible, cette étymologie. En fait, Pourquoi c'est horrible? Non, c'est pas horrible. Mon nom, moi, je le tiens de la ville de Grimaud, qui est sur la Côte d'Azur. C'est aussi le nom de la famille royale de Monaco, les Grimaldi. Mais si on remonte vraiment loin, on trouve des attestations, à l'époque de Molière et même avant, de Grimaud dans le sens de poète maudit, ou de mauvais écrivain. D'accord. ce qui est voilà. Dans Les Femmes savantes, par exemple, à un moment, il y a un personnage qui insulte Trissotin de Grimaud, petit Grimaud, petit écrivain, mais médiocre. Si vous voulez insulter, dites petit Grimaud. Voilà. Et d'où t'es venue cette passion en fait? Pourquoi tu as eu envie d'en parler sur les réseaux sociaux? En fait, c'est venu un peu par hasard. C'était pendant une soirée entre... Ça arrive souvent, ça. J'ai l'impression que les amis, ils ont un rôle à jouer dans ces innovations un peu... en tout cas, d'apporter de l'humour et de la curiosité dans des secteurs qui sont un peu méconnus. Donc, c'est venu autour d'une soirée, c'est ça? Ouais, pendant une soirée, famille, amis mélangés. Et je sais pas comment, un peu par hasard, je me suis retrouvé à faire le tour de table de tous les prénoms, en donnant l'étymologie quand je la connaissais. Et il y a eu un silence religieux à table. Oui, moi j'étais surpris. Du coup, j'ai fait le tour de table. Et puis, l'idée a fait son chemin. Je me suis dit, mais si ça intéresse les gens, autant en faire profiter. Moi, ça me passionne depuis que je suis petit, en fait. J'ai toujours eu un bouquin dans les mains. J'ai découvert et surtout adoré le français grâce à la poésie, à Lamartine, Ronsard, Victor Hugo. Enfin, c'était vraiment mes références. Et ça se sent dans ta manière de t'exprimer. J'aime beaucoup le français. Oui, ton français est parfait, hein, vraiment. Non, je fais des erreurs. Mais... après, ça fait partie. Les erreurs font partie aussi de l'évolution aussi. Si on arrive à faire des fautes de français, c'est bien parce que parfois, alors bien sûr, il y a l'école qui veille à ce que chaque personne reçoive la même éducation et la même information, mais l'éthique de langage, les accents, les personnes qui parlent 4-5 langues, t'imagines bien qu'à certains moments, ils font aussi ce qu'on appelle les anglicismes, ils mélangent certains mots. Petites erreurs. Exactement. Mais comme tu parlais de cheval tout à l'heure, le cheval, enfin le pluriel de cheval, chevaux, est en fait une erreur aussi, c'est une faute de graphie qui fait que c'est devenu chevaux, mais il n'y avait pas de raison de dire chevaux avec un X à la base. Les chevals. Ouais.
Alors, ça vous fait quoi d'entendre ça? Les chevals. Ça agresse un peu l'oreille. Mais... c'est un peu agressif. Non, bah. Et surtout, que, tu vois, c'est comme la loi de hibou, chou, genou, caillou. Il m'en manque. Hibou, chou, genou, caillou. Qui connaît la règle là derrière? Vous avez tous fait ça à l'école. Chou, genou, caillou. Hibou, mais tu l'as sous-dit. Hibou, je l'ai dit. Il y a un bijou. Non, pas bijou. Non, c'est pas... Oui, bijou. Tu me fous le doute là. Ah non, mais là, on ne sait plus là. On a. Ah, genou. Voilà, on a un genou par ici. On n'entend plus personne. Donc, tu vois, pourquoi il y a des mots comme ça qui ont des règles qui s'appliquent de manière un peu arbitraire? Comment t'expliques ça? Parfois, ça ne s'explique pas. Okay. Parfois, c'est vraiment arbitraire. Faut pas chercher à comprendre. Parfois. Non, c'est comme la prononciation des mots. C'est arrivé qu'on me taquine un peu sur les réseaux sur la prononciation d'Œdipe, par exemple. Oui. Dans la mythologie grecque, Œdipe, celui qui tue son père et épouse sa mère, par accident, il ne sait pas. Au début du XXe siècle, et même avant, on disait Édipe. C'était la prononciation normale. D'accord. Et puis, à partir des années 50, 60, les gens ont commencé à dire Oedipe. Oui. Et ça s'est généralisé. Dès les années 90, le dictionnaire indique que les deux prononciations sont admises. Et aujourd'hui, tout le monde dit Oedipe ou presque. Mais il y a toujours des irréductibles pour venir nous reprendre, pour dire non, on dit Édipe, c'est la vraie prononciation parce que ça vient du grec. D'accord. C'est très arbitraire en fait. C'est un débat sans fin de toute façon. Et c'est arbitraire puisque en grec, c'est Oedipe. Donc on devrait dire Oedipe en principe, mais Oedipe, Édipe, peu importe en fait. Écoutez, puis c'est pareil. Ah, goyave. Alors là, c'est important. Non, là, il y a un vrai débat qui se lance. Le mot goyave. Parce que moi, je viens de la Guadeloupe, je mange des goyaves. T'es d'origine réunionnaise, t'as déjà vu une goyave. Oui. Tu dis goyave ou goyave? Là, c'est un débat important. On dit goyave ou goyave? Je ne veux pas te faire de peine, mais je dis goyave. Alors franchement, tu m'as... Quoi? C'est ce que j'ai toujours entendu. Mais alors attends, parce que c'est comme pain au chocolat ou chocolatine, je sais pas, je suis habituée. C'est encore pire, goyave. Mais on ne dit pas voyage. Certains le disent. Certains le disent. Voyage. Sont peu nombreux. Chris, t'aimes bien ça? Du coup, goyave. Attention, parce que je pense que ça va faire débat dans les commentaires. Non, mais les gens disent ce qu'ils sont habitués à dire. Moi, je n'ai pas de règles à poser. Hein. Bon, je continuerai à dire goyave parce que ça fait partie de, mon identité, tout simplement. Comment les personnes ont reçu justement ton projet d'Étimo Curieux sur les réseaux? Très bien. Au début, je faisais ça. Enfin, je me suis lancée en me disant je vais faire ça un peu comme ça. Ça rencontrera l'écho que ça doit rencontrer, voilà. Et en fait, il y a une communauté qui a grandi, qui continue de grandir assez rapidement, qui est une communauté très cool, très bienveillante, qui partage ça, l'amour des mots, la curiosité, l'envie de découvrir. Et puis, moi, il y a quelque chose qui me façonne, quelque chose qui me fascine et qui me donne des frissons presque quand je le vois sur mes stats, c'est que 3/4 de mes followers sont français, de France. Ça veut dire qu'il y a 1/4 qui vient d'autres pays. Donc, en tête, il y a la Belgique, la Suisse, l'Algérie, le Canada et encore d'autres après. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. On est 70 millions de Français, on va dire. Mais il y a 600 millions de francophones. 600 millions, enfin, c'est colossal. C'est énorme. Et on n'est pas assez sensibilisé à ça. C'est-à-dire, on a moyen de fraterniser avec 600 millions de personnes qui parlent la même langue que nous. Alors certes avec leur régionalisme, parce qu'on ne parle pas le même français au Québec, en Côte d'Ivoire, voilà, donc chacun a ses particularités, mais quand même on a ce terreau commun, et après la langue prend des directions différentes, et c'est une richesse mais inimaginable. Je ressors de l'élection de Miss Monde et tu vois, la marocaine, il y avait même une portugaise qui parlait français, tous les pays, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Guinée, c'est des jeunes femmes avec qui je pouvais parler français, et ça finalement... On l'oublie et c'est une langue qui est extrêmement répandue dans le monde. Donc, c'est une vraie fierté de parler français. Aujourd'hui, comment tu conçois justement ce nouveau projet qu'est Étimo Curieux? Comment tu conçois l'avenir de ce média? Moi, j'aimerais bien développer davantage les échanges avec mes abonnés, mais surtout entre mes abonnés. Parce que là, il y a des choses en commentaire, il y a des choses par message privé. Donc, quand même, tous les gens apportent quelque chose, apportent leur pierre un petit peu à l'édifice. Je trouve ça génial. J'aimerais développer ça. Pourquoi pas créer un espace de discussion à part. Ça me plairait beaucoup. Et puis, pourquoi pas aussi écrire un livre consacré à l'étymologie, être présent ou promouvoir des événements qui valorisent la langue française, qui valorisent la francophonie, qui favorisent les échanges. Tout ça, ça me plairait beaucoup. En tout cas, moi, je te souhaite de continuer à te développer, à grandir, parce que, mine de rien, tu as créé ton compte il y a quoi, 3-4 mois?
tu m'expliquais, et tu as quand même une communauté qui est très engageante, hein, on le voit, je crois que tu as 40 000 followers, c'est énorme. Et justement, on a toujours l'impression que ces milieux, que ce soit la culture, les lettres, c'est pas forcément compatible avec les réseaux sociaux, et tu montres justement que non, au contraire, on peut parler de choses très intelligentes et très profondes. Et je pense que ça peut aider plusieurs jeunes aussi à s'intéresser aussi aux Français, à leur langue, à s'améliorer aussi, parce qu'on est dans une génération avec les réseaux sociaux, ChatGPT, pardon, c'est pas visé, mais c'est vrai, on va perdre, enfin on est en train de perdre, je pense, bien que les jeunes continuent à lire, etc. Mais je pense qu'on va perdre justement des choses simples, comment écrire, comment ne pas faire de fautes, et ce que tu fais permet justement de sensibiliser la jeunesse à tout ça. On parle comme des vieux. Écoute, c'est gentil. Après, moi je suis plutôt un optimiste. Okay. Je pense que les nouvelles technologies ne vont pas ruiner notre rapport à la langue. Les Français aiment leur langue, les francophones aiment leur langue, ils aiment la littérature, ils aiment lire, ils aiment écrire. Les technologies peuvent accompagner ça, et justement les réseaux sont une preuve que les gens s'intéressent à ça malgré les réseaux. Donc je suis d'accord avec toi, mais je suis quand même optimiste. Tu es un optimiste. Ouais. Et c'est pour ça qu'on va continuer à te suivre. Et Timo Curieux, je vous conseille de vous abonner et d'en apprendre plus sur les mots et sur la langue française. Merci Sébastien pour cet échange. Merci à toi. Je te souhaite bonne chance et puis on continue à suivre tes aventures. Merci beaucoup. De rien.